On va y aller? Cool. OK. Donc bienvenue à toutes et à tous sur cette session sur support natif dans Spring Boot. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui n'utilise pas Spring Boot. OK. Vous êtes dans une extrême petite minorité, ce qui est un peu compréhensible vu la session. Qui a déjà entendu parler de GraalVM ou du support natif dans Java? OK. Ça fait déjà une bonne moitié, si même plus. Moi, c'est Stéphane, je suis dans l'équipe Spring depuis 10 ans maintenant, vous avez mes coordonnées là. Je travaille essentiellement sur Spring Boot et Spring Framework, récemment beaucoup plus sur Spring Framework puisque j'ai travaillé sur le moteur AOT dont on va parler aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va un peu démystifier ce que c'est GraalVM pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ont déjà entendu parler mais ne savent pas très bien ce que ça implique. Donc les cas d'utilisation, ce pourquoi c'est fait, ce pourquoi ce n'est pas fait. Puis on parlera un petit peu aussi de quels sont peut-être les types d'applications à éviter, hein, comme pas un free lunch, hein, comme tout, les bénéfices que je vais exposer, bah forcément vous pouvez les avoir sur toutes les applications et sans rien changer fondamentalement dans vos applications. Mais on a essayé de faire ça le plus, on va dire pas le plus simple possible, mais le plus cohérent et consistant possible. On parlera aussi, donc du coup, comme il y a certaines choses qui sont demandées de votre part, on parlera aussi un petit peu de quels sont les outils qu'on fournit. Comme d'habitude, Spring, lorsqu'il construit quelque chose, il construit une API pour son propre système et il expose l'API qu'il a créée finalement pour implémenter le cas de base pour que d'autres puissent construire au-dessus et également bénéficier de cette API ou en tout cas de ses utilitaires. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Et puis après, on parlera un petit peu performance et finalement, ce à quoi vous pouvez vous attendre en tant que développeur. Mais avant qu'on ne commence, j'aimerais bien faire un petit test là, puisqu'on est quand même majoritairement des personnes qui utilisent Spring Boot. Qui est-ce qui est encore sur Spring Boot 2? OK. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent en mode je vais regarder les visages et puis je vais vous choper à la sortie pour vous parler de support. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont sur Spring Boot 2, qui sont encore sur Java 8? Ouais. Bon, là, par contre, on peut rigoler, hein, c'est permis. Ou on pleure, ça dépend, effectivement. Donc, je voulais vous rappeler le support timeline ici. Vous trouverez ça sur notre site spring.io/project/springboot/ je ne sais pas quoi, mais bon, vous le trouverez facilement. Donc ça explique en gros par génération ce à quoi vous pouvez attendre en termes de support, le temps de début, le temps de fin, la différence entre le support OSS, le support commercial, bref, vous avez toutes les infos là. Je voulais aussi en profiter très rapidement, ça n'a rien à voir avec la session, mais pour rappeler des choses de base concernant la migration, parce que c'est trop souvent, on a trop souvent en fait des personnes qui viennent avec les mêmes demandes et la cause de base est souvent similaire et les personnes auraient pu s'affranchir de ces problèmes-là en suivant ces petites idées-là. Donc en gros l'idée, regardez le slide à votre aise, mais en gros l'idée c'est préparer au maximum la migration avant de faire le saut. Donc, ne migrez pas, par exemple, de Java 17 et Spring Boot 3 en même temps, ça ne sert à rien. Migrez d'abord à Java 17 avec Spring Boot 2, et puis une fois que tout fonctionne, passez à Spring Boot 3. Ne migrez pas de Spring Boot 2.2.7 à Spring Boot 3.2.2, par exemple. Ouais, il y a des gens qui font ça, ne le faites pas, quoi, sérieux. Parce que vous allez upgrader non seulement Spring Boot, bien entendu, mais de manière beaucoup plus importante, tout le socle technique qui va avec. Vous allez choper une nouvelle version de plein de librairies tierces. Donc vous allez vous manger tous les problèmes d'un coup. Et de manière plus importante, on essaye à chaque minor, donc par exemple de 2.2 à 2.3, de 2.3 à 2.4, on essaye de vous donner des signaux sur les choses qui vont changer ou les choses qui vont casser. Mais si vous passez de 2.2 à 3.2, ben, ces signaux, forcément, vous allez les perdre. Vous allez passer de pas de signal à la classe n'est plus là.
Si vous faites les choses par étapes, donc vous allez recevoir ces signaux qui sont documentés et qui vous permettent alors d'y aller par étapes et d'éviter de vous demander finalement qu'est-ce que vous devez faire. Pour les migrations, je l'ai déjà dit, de le faire par étapes, mais ce qui est aussi très important et quelque chose qu'il y a plein de gens qui ne font pas, c'est ne migrez pas à la première version d'une nouvelle ligne. Donc si vous êtes à 2.7 quelque chose, ne migrez pas à 3.0.0. Il y a énormément de gens qui font ça, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, entre-temps, il y a plein de gens qui se sont pris les pieds dans le tapis, nous y compris, et on a fixé des problèmes. Donc on est peut-être à 3.0.9 par exemple, pour dire quelque chose. Pourquoi vous prendre les pieds dans le tapis alors qu'il y a 25 personnes qui l'ont fait avant vous, quoi. Donc essayez de trouver pas essayez, faites-le. Trouvez la dernière version d'une ligne et migrez à cette version-là, parce que tout le feedback de la communauté, vous allez l'incorporer immédiatement, bien sûr. On a des release notes, c'est des migration guides pour chaque version. Si c'est une majeure, on a même un guide dédié, parce que généralement il y a un peu plus de travail. Donc ça, c'est disponible sur notre wiki. Je partagerai les slides avec vous après la session. Et donc maintenant, tout le monde est sur Spring Boot 3.2, c'est génial, c'était trop facile. Alors, revenons-en à notre sujet. Pourquoi compiler avec Native finalement? Pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à ce truc-là? Alors, comme d'habitude, on essaye vraiment de faire gaffe avec les messages, parce que sinon, si on ne le dit pas, ça peut être interprété différemment. Comme d'habitude, c'est une nouvelle option qu'on vous offre, d'accord? Donc si Native ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Bon, ici vous êtes là, donc forcément ça vous intéresse, j'imagine. Mais si vous l'évaluez, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout pour vous, passez votre chemin. Donc il n'y a pas une volonté, tout comme il n'y avait pas une volonté quand on a introduit Webflux et la stack réactive, il n'y a pas une volonté à vous faire migrer à un autre truc. Donc WebMVC et Webflux, ce sont des options. Sur la JVM ou en natif, ce sont des options. Et vous avez bien entendu à tout moment le choix et on continue à les faire évoluer tant que ça fait sens. Si à un moment donné, ça ne fait plus sens, la communauté nous le dira et alors on trouvera une phase de dépréciation éventuellement. Mais ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Alors pourquoi finalement regarder à cette technologie? Donc, on va en parler de ce que ça fait concrètement, mais l'idée c'est que votre application Java est analysée au build, elle est transformée en un exécutable binaire, un exécutable natif pour la plateforme sur laquelle elle tourne. Donc ça a des avantages en termes de performance, il n'y a plus de JVM du coup, vous passez d'un monde à un autre, et le but de GraalVM c'est de faire la traduction entre cette application Java et un exécutable natif. Premier avantage, c'est les temps de démarrage évidemment qui sont quasi instantanés. Donc pour une application tout à fait normale, on parle plutôt de millisecondes ou de dizaines ou de centaines de millisecondes au pire, je pense, à des secondes pour une application sur la JVM. Il n'y a pas de notion de warm-up parce qu'il n'y a pas de notion de JIT. Il n'y a pas d'optimisation, enfin si, il y en a, mais les optimisations sont faites au build time. Donc vous n'avez pas cette notion de votre application démarre avec un code qui n'est pas trop optimisé, et puis la JVM apprend au fur et à mesure que le code est exécuté et compile une version optimisée d'un chemin d'exécution qu'on appelle show, donc qui est fortement utilisé. Vous n'avez pas cette notion-là puisque la traduction est faite au build. Alors la traduction n'est peut-être pas faite de manière aussi optimale que JIT le ferait après plusieurs essais. Mais ça, c'est pour l'équipe GraalVM chez Oracle, ils bossent beaucoup là-dessus pour l'améliorer. Il y a aussi une notion de training run sur lequel ils bossent, où vous pouvez justement avoir plusieurs étapes avant de finalement arriver au délivrable final. Peu d'utilisation de ressources, donc ça utilise beaucoup moins de mémoire. Un qui est assez peu connu, mais je trouve qui est vachement intéressant, c'est la réduction de la surface d'attaque. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez une application sur la JVM aujourd'hui, elle peut être exposée potentiellement à toute une série de problèmes, de trous de sécurité, si on commence à désérialiser des choses ou accepter de l'input qui est censé être trusted, mais finalement contient du code malicieux, et tout d'un coup vous vous retrouvez à exécuter du code sur le serveur qui n'est pas amené à être exécuté. On a tous entendu parler de ce genre de problème. Ça a fait même pas mal de bruit récemment. L'idée avec GraalVM, c'est que ça n'existe pas.
Cette notion n'existe pas parce que vous n'avez pas cette notion de « oh tiens, je vais charger cette classe ou « oh tiens, je vais aller appeler cette méthode par réflexion ». Parce qu'il n'y a pas ces notions-là. Donc la notion de pouvoir invoquer des choses par réflexion, c'est quelque chose qui est explicite dans le monde de GraalVM. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait, sauf s'il a été explicitement établi. Bon, donc évidemment, si vous voulez dire à GraalVM qu'il peut appeler systemexit, ça c'est votre problème, mais l'idée évidemment c'est que ce n'est pas fait par défaut et ce n'est pas possible. Un packaging qui est plus compact, puisque évidemment l'avantage de traduire l'application au build ou d'analyser l'application au build, c'est que GraalVM va trouver parmi les 244 fichiers jar que votre application a, tous ceux qui ne sont effectivement pas utilisés et où par exemple, le cas magique d'avoir 18 mégas pour Guava et utiliser Collection Utils, ben, ça veut dire que tout le reste va être enlevé du délivrable et ne sera pas shippé. Donc forcément, vous avez une version très très optimisée pour votre application de l'utilisation du ClassPass tel que défini. Alors ça paraît génial, tout le monde veut vouloir faire ça, sauf que ben non, minute, c'est pas si simple. Premièrement, la compilation est forcément lente. Il y a un temps qui est déporté sur le build puisqu'il y a une analyse très minutieuse de votre application, le fait de regarder les chemins d'exécution, de déterminer que certaines classes ne seront jamais chargées, les enlever, etc. Mais ça, c'est un processus qui est gourmand en mémoire et qui est gourmand en CPU. Donc si vous avez un vieux Trigu, voilà, ça ne va pas aller. Trigu, c'est français ça ou c'est du belge? Non, c'est du belge, désolé. Je suis belge. Un vieux machin, merci. J'ai mon interprète devant là, qui me donne les bonnes indications. Donc un vieux Trigu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une vieille Renault, un vieux truc, un vieux brol, un vieux bousin, merci. Un vieux bousin. Si vous avez un vieux bousin, bon, avec la compilation va être très très lente. Avec les machines récentes, ça s'améliore, mais ça reste quand même malgré tout lent. Donc on parle plutôt de minutes de temps de préparation de l'exécutable, comparativement à la JVM où vous compilez, vous avez la compilation incrémentale qui est géniale. Donc là, l'expérience développeur n'est évidemment pas la même. La compatibilité non plus n'est pas la même, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir prendre n'importe quelle librairie Java dans l'écosystème et puis dire hop là, je commence à l'utiliser, je crée mon exécutable natif et tout ça va gentiment fonctionner. Ben non. Comme on va le voir, quelles sont les choses qui sont que GraalVM comprend et les choses qu'il ne comprend pas et on doit lui apprendre. Et vous allez voir en fait les différentes possibilités et en quoi, si une librairie tierce ne fait rien, ça ne va pas fonctionner en fonction des cas. Et alors le dernier point qui n'est peut-être pas évident jusqu'à présent, mais on va en reparler très très vite, c'est le fait que vous travaillez avec, c'est d'ailleurs pour ça justement que vous avez cette notion aussi de réduction de surface d'attaque au niveau sécurité, c'est que vous travaillez avec un environnement clos. Mais clos à un point peut-être un peu plus clos que ce que vous ne vous attendez. Donc évidemment, une fois que l'application a été analysée, vous ne pouvez pas ajouter un jar, il n'y a pas cette notion de je vais charger une librairie machin chouette derrière, ben non forcément. Déjà, il n'y a pas de notion de classe et il n'y a pas de notion de jar. Donc ça, ce n'est évidemment pas possible. Mais plus loin, vous ne pouvez pas non plus, quand on parle de Spring Boot, on parle de cette notion où vous pouvez ajouter des propriétés. Il y a des choses magiquement qui commencent à s'activer, du style, vous voulez exposer des endpoints de l'actuator, par exemple. Et donc, vous allez mettre une configuration qui dit, je veux juste info et santé. Et puis derrière, vous avez envie de voir les métriques. Donc, juste en ligne de commande, vous ajoutez une petite propriété et hop, là, ça va marcher. Ben non. Parce que l'application a été préparée pour un certain environnement, une certaine infrastructure. Donc, ces propriétés-là ne vont pas fonctionner. Donc c'est pas c'est certainement pas un free lunch comme on dit, mais si vous avez ces contraintes en tête et que ça vous intéresse toujours, ça a des bénéfices qui sont clairement non négligeables. Une petite carte de ce qui vaut la peine et ne vaut pas la peine. En gros, si vous faites du ligne de commande, c'est tip top dedans. Et donc, du coup, si vous avez dans votre boîte des gens qui font du Go et qui sont hilars en vous regardant faire du Java, peut-être que vous allez pouvoir avoir votre revanche avec GraalVM. Ouais. C'est du retour qu'on a de plus d'une société qui nous remercie pour ça, d'ailleurs. L'idée, évidemment, c'est que vous gardez toutes vos connaissances et vous avez un outil en plus qui vous permette d'aller vers un environnement qu'auparavant, c'était impossible, quoi.
Si vous avez, à contrario, si vous avez un monolithe, la session précédente, on va en parler un peu, si vous avez un monolithe avec du code, un vieux trigu, non, un vieux bousin, merci. Si vous avez une vieille application de 20 ans qui est en mode survie avec une architecture qui n'est pas top, forcément, n'espérez pas arriver à un résultat sensationnel avec ça. Alors, côté Spring, l'idée c'est qu'on a démarré en 2018 un projet expérimental qui à l'époque s'appelait Spring Native, qui depuis 2 ans maintenant est en production avec la release de Spring Boot 3 et Spring Framework 6. Donc ça a basculé finalement du projet expérimental vers les projets auxquels vous avez l'habitude d'utiliser. Ça a été assez épique, le projet expérimental, puisqu'on a eu, je crois, j'hésite entre 4 et 5 maintenant, 4 et 5 réécritures complètes de l'architecture, parce que GraalVM lui aussi a évolué au fur et à mesure que nous, on était en train d'essayer de le faire fonctionner. Au début, c'est extrêmement heuristique, avec je sais que ce truc-là se fait dans ce coin-là, donc je vais prétendre que ça le fait dans ce coin-là. Ça fonctionnait, mais évidemment, c'était hors de question pour l'équipe de bouger ça dans un système de production, parce qu'on ne voulait pas avoir cette duplication. Donc vraiment, la clé du moteur AOT, on va en parler, c'est qu'il exécute vraiment les mêmes chemins d'exécution que sur la JVM, sauf qu'il le fait au build à un moment bien particulier. Donc il n'y a pas de duplication de code de notre côté, c'est vraiment le même code que sur la JVM. Il se fait que le résultat, au lieu d'être sur la JVM avec le résultat, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à créer les instances de bin avec notre moteur AOT. Donc AOT, c'est Ahead of Time, en avance de phase. Ce que va faire notre moteur, c'est qu'il va s'arrêter et il va stocker finalement cette représentation optimisée pour que GraalVM puisse analyser ça au lieu de tout le mécanisme qui a fait qu'on en est arrivé là. Alors, parlons-en justement. Oh, j'ai oublié de dire un truc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir des animations dans ces slides. Qui reconnaît cette photo? Je ne parle pas nécessairement de la personne qui est en bas à gauche, que normalement les fans devraient reconnaître, mais soit ce n'est pas très important. La photo, ça dit quelque chose à quelqu'un? C'est pas en France? C'est en Espagne? C'est Barcelone, oui, j'ai entendu Barcelone. Alors, c'est Jürgen Höller, le fondateur du Spring Framework, là en bas à gauche. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pour vous qui utilisez Spring majoritairement dans la salle. Si vous ne la connaissez pas encore, il y a une conférence en mai qui s'appelle Spring.io à Barcelone. Où là, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la meilleure conférence sur Spring en Europe, où vous avez vraiment l'écosystème avec plein de committeurs qui sont là et des personnes en dehors de l'équipe Core Spring qui viennent présenter des choses. Donc si vous avez du budget pour une conf et que vous voulez faire une conf sur Spring, c'est vraiment ce que je recommanderais. Alors, comment est-ce que GraalVM fonctionne? Donc, s'il y a des gens qui ont une connaissance avancée de ce que c'est GraalVM, ils vont un peu ricaner à mon explication simpliste. Mais le but de l'explication simpliste, c'est que ce n'est pas très important pour vous de comprendre exactement les détails, c'est plus sur le concept. Donc, le concept, la manière dont j'aime bien l'expliquer, c'est que GraalVM a un exécutable qui s'appelle Native Image, qui est vraiment le composant qui est responsable de prendre votre application Java, qu'elle soit Spring ou autre chose d'ailleurs, et de la transformer en exécutable natif. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle prend un class path qui est du coup fermé, elle prend un environnement qui est fermé, elle prend votre class main, et elle exécute votre application. Je fais avec le mouvement. Parce qu'elle n'exécute pas votre application, c'est-à-dire qu'elle rentre, il y a un analyseur statique de code qui va rentrer dans votre application, qui va commencer à se promener et trouver les différents chemins. Et en se promenant et en voyant les différents chemins d'exécution, on va trouver que votre application va charger quelque chose, ou votre application va appeler une méthode par réflexion, ou que votre application va, je ne sais pas moi, faire X et Y. Et surtout, elle va aussi pouvoir déterminer avec... en étant certaine qu'une certaine partie de votre class path n'est jamais chargée. Et c'est ça qui fait l'exclusion, ce qu'on appelle le tree shaking.
Donc elle va effectuer ce qu'on appelle une analyse statique, ça c'est la première chose. Et la chose en bas du slide, c'est ce qu'on appelle les reachability metadata. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des fichiers de configuration, si vous voulez, qui offrent ce qu'on appelle des hints, donc qui apprennent à GraalVM des choses qu'il n'a pas pu détecter. Donc typiquement, cette application va appeler cette méthode par réflexion, qu'il n'a pas pu détecter lui-même. Cette méthode va charger un fichier, cette méthode va sérialiser une classe, cette méthode va créer un proxy. Donc il y a une série de choses où il faut en fait dire à GraalVM, cette application va faire ça. Alors il y a deux manières évidemment d'arriver à ce résultat. Il y a la manière optimisée et la manière où vous allez pleurer dans un coin. La manière optimisée, c'est d'avoir un outil qui détecte ça automatiquement et qui crée le fichier automatiquement. La partie pleurer dans un coin, c'est que vous écrivez du JSON à la main. Donc on va essayer de faire plutôt cette partie-là. Et donc à la fin, sur base donc, de sa propre analyse et des informations supplémentaires qu'elle a reçues, l'exécutable natif sort. Alors, j'ai déjà donné un petit peu une réponse à cette... Il n'y a pas vraiment de question, mais j'ai déjà été un peu en avance de ce slide-là. Et qu'est-ce que fait Spring? Donc Spring, on pourrait faire deux choses, essentiellement. Enfin, il y a deux options. La première chose, c'est qu'on pourrait regarder tout ce que le contexte fait, que ce soit le class path scanning, que ce soit la manière dont on crée les bins, la manière dont on processe à l'injection dépendante, tout ce qui est auto-wiring, etc. Donc tout ce qui est finalement le job du core container pour préparer votre application et qu'elle puisse démarrer. On pourrait traduire ça dans des hints, c'est-à-dire qu'on pourrait scanner votre app et puis dire oh, bah, ça c'est un bin, donc il va devoir faire ça, ça c'est un composant, donc il va faire ça, et générer un fichier JSON de hint qui est exhaustif pour tous les cas possibles, sachant qu'on ne peut pas vraiment optimiser parce qu'on n'a pas une analyse vraiment profonde de comment votre application va effectivement fonctionner. Donc typiquement, si vous avez des conditions, si on regarde bêtement un fichier de configuration avec des conditions, on ne sait pas si la condition va matcher ou pas. Et donc ça c'est justement une des solutions qu'on avait essayé au début. Le fait est, c'est que si on recommence ce processus-là au run, ou en tout cas à l'analyse statique plutôt, ça veut dire que GraalVM a beaucoup trop de choses à faire. C'est beaucoup plus compliqué pour lui d'aller se promener dans un chemin qui est hautement non prédictif, hautement finalement qui dépend vraiment de la nature du bin ou de la nature de la configuration. Il y a beaucoup trop de choix possibles et donc du coup c'est beaucoup trop lent et l'exécutable natif est beaucoup trop gros parce qu'il n'arrive pas à enlever des choses qu'il pourra enlever si jamais on lui offre une version optimisée. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est on analyse le contexte d'une manière telle où, à la fin, il n'y a plus du tout de classe de configuration, il n'y a plus du tout de bin, il n'y a plus rien du tout, et tout est transformé en une version optimisée. C'est la partie gauche sur le slide. Ça, c'est impossible, j'aime pas dire impossible, mais c'est difficilement possible dû à la nature, dû au fait que Spring offre tellement de possibilités. On ne saurait pas traduire tous les cas possibles, c'est trop compliqué, et même on devrait amener des restrictions sur l'utilisation du container, c'est-à-dire on pourrait vous dire ok, vous pouvez utiliser native, mais ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas, parce que c'est trop flexible, on n'arrivera jamais à le déterminer. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les deux solutions, et ce qu'on fait aujourd'hui, ce que vous trouverez aujourd'hui dans la partie production, c'est un mix des deux, où pour tout ce qu'on peut optimiser en analysant votre application, on le fait et on génère une version optimisée, et pour les choses soit qui sont trop coûteuses pour optimiser avec du code généré, soit ça appliquerait une perte de fonctionnalité, alors on génère des hints. Alors, peut-être que ce serait une bonne idée de regarder un peu du code. Je vais m'asseoir, parce que mon laptop est beaucoup trop bas. Alors, on a une super application ici, qui utilise Spring Boot 3, dont je partagerai le lien. Et cette application, elle plante au début en exprès, pour vous montrer des choses, et on va la faire évoluer pour qu'elle ne plante plus. C'est un peu l'idée. Donc il y a un commit par démo, donc vous pouvez regarder ça à votre aise chez vous par la suite. Alors regardez mon super endpoint hello, absolument magnifique.
qui fait plusieurs choses pour simuler finalement des cas d'utilisation spécifiques, c'est-à-dire hors Spring. Vous voyez bien que ça, c'est pas du Spring, c'est du code que vous avez écrit vous-même, hein, forcément, enfin pas vous, mais moi. Et donc, on va essentiellement travailler avec 3 cas. Le premier cas, c'est qu'on va demander au container, donne-moi un bin d'un certain type, et puis j'appelle une méthode dessus. D'accord ? Donc, si on regarde ce que c'est que ce Hello Service, il a été injecté par Spring de la manière standard, hein, donc c'est de l'auto-wiring tout simple. Voilà, ça c'est un bin. Ensuite, on va avoir un cas réflexion, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, dans un fichier de configuration, je vais chercher une classe, la classe, je vais l'instancier par réflexion, et puis après, je vais choper la méthode et appeler la méthode avec un argument. Donc ça, c'est imaginer, c'est une librairie tierce ou bien du code à vous, ou je sais pas, n'importe quoi que vous utiliserez qui ferait la réflexion de ce style-là. Et enfin, le dernier, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est une implémentation qui va charger un fichier pour offrir le service. Donc, on voit que ça va charger un hello.txt. Si je regarde ici, c'est tout petit, mais bon, voilà. J'ai un hello.txt avec un petit préfixe avec des crochets ici. Bon, peu importe, pour simuler le truc. Bon. Si je démarre mon app dans la JVM, alors mon app est démarré, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux lui demander, donne-moi le bin. OK, donc il va choper le bin, prendre le message et puis me renvoyer le résultat. Je fais réflexion, pareil. Et si je demande ressources, vous allez voir, le préfixe va changer avec le petit crochet là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Mon app sur la JVM fonctionne, c'est magique. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et donc cette application, c'est une application avec Tomcat, WebMVC, des bins, des classes de configuration. Je montre ici quand même, pour que ce soit clair. Bon, ici, c'est sûr que ce n'est pas la classe de configuration la plus importante que vous ayez vue, hein, mais l'idée, c'est qu'il y a des classes de configuration, il n'y a pas un truc magique où tout d'un coup, vous devez changer la manière dont vous utilisez le container. Alors, si vous voulez prendre cette application-là et essayer de la transformer avec GraalVM, ce que je recommande, c'est, pour une première application en tout cas, c'est vous allez sur start.spring.io, vous sélectionnez vos dépendances, peu importe... Et alors, il y a une entrée GraalVM. Okay. Si vous prenez cette entrée-là GraalVM, ça dit simplement au service, j'ai envie de tester Graal avec ce truc, parce qu'il n'y a pas une dépendance vraiment en tant que telle. C'est un outil de développement. Et alors là, ce que ça va faire, c'est que vous allez, non seulement ça va configurer le build, hein, on le voit ici, je vais y revenir après, mais ça vous donne un peu des infos du style installer GraalVM là, voilà la commande qu'il faut exécuter, etc. Donc c'est vraiment une aide assez pratique. Donc mon projet a soit Maven, soit Gradle, mais pour le moment c'est Gradle qui est configuré. Donc je vais vous montrer comment on le fait avec Gradle. Donc justement, je copie la ligne en question. Ceci en fait c'est le plugin native de chez Oracle, de chez GraalVM. C'est ce qui va effectivement, je vois des gens qui plissent des yeux, c'est ce qui va effectivement exécuter Native Image. Je vous ai parlé de Native Image tout à l'heure comme étant le point d'entrée pour analyser votre application et créer l'exécutable natif. Ça, c'est le plugin Gradle en l'occurrence. Ils ont un plugin Maven aussi qui assure l'interaction T2. Alors bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter tout ça. Donc ça, c'est un goal, encore une fois, du plugin en question. Et ce que le plugin Spring Boot va faire, c'est qu'il va réagir au fait que le plugin native est activé et il va automatiquement faire des choses. Alors, notamment, une des choses qu'on voit, c'est une tâche ici qui s'appelle Process AOT. Et vous voyez la bannière de Spring Boot qui arrive, tout comme si l'application était en train de démarrer. Vous vous souvenez quand j'ai fait ça? C'est le même principe, mais appliqué à Spring. C'est-à-dire qu'on démarre votre app, mais on ne la démarre pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va exécuter un chemin d'exécution jusqu'à un moment donné où on a pu analyser les contraintes, les conditions, l'environnement, etc. Et on arrive à un moment donné où on est prêt à créer des instances et on s'arrête là et on stocke la vue optimisée de votre application dans du code. Alors on va regarder ça en pratique, à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais ici, il n'y avait pas ces répertoires-là, mais enfin, peu importe, ce n'est pas grave. On va avoir donc ces répertoires qui sont générés, qui correspondent finalement à l'état de votre application. Alors, je cherche le bon parce que voilà, j'y suis, merci.
Donc quand je dis que c'est simplifié à dessein, évidemment. Hein. C'est pour que GraalVM passe là-dedans et que ce soit le truc le plus simple possible. Donc en gros, vous avez votre application context, vous savez qu'il est constitué de bins. Les bins, ils ont un nom et ils ont un certain état. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà les bins qu'il faut créer et voilà ce que tu dois appeler pour créer le bin. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de parsing de classe de configuration, il n'y a plus de parsing de conditions, il n'y a plus tous les trucs du style je fais du class path scanning, je chope un bin là, si à telle et telle condition. Tout ça en fait est exécuté au build et vous vous retrouvez avec une vue qui est la plus simple possible pour que GraalVM puisse faire son taf sans consommer 22 gigas de mémoire, quoi. Vous voyez aussi la structure pour le répertoire Spring Boot. Donc l'idée, en fait, c'est une traduction des bins d'autoconfiguration avec ce que vous avez choisi, quoi. Donc par exemple ici, HTTP, qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est une application web. Je prends au hasard. Hein. J'ai un bin qui est le message converter. On me dit, pour créer ce bin-là, voilà la méthode qu'on doit appeler. Et la méthode qu'on doit appeler, c'est la méthode que la JVM aura appelée de toute façon. D'accord? Donc le résultat du bin, qui est créé par l'image native, ou qui est créé d'ailleurs par votre application JVM si elle tourne sur AOT, ce n'est pas un truc qui a été transformé. On appelle les mêmes méthodes. Ce qui est différent, c'est qu'on ne fait pas tout le travail pour déterminer quelle méthode il faut appeler et dans quel ordre. OK. Donc GraalVM a fait son taf ici, il a terminé en 56 secondes. Donc c'est un M2 pour info avec 32 Go, donc c'est quand même une machine vraiment récente. Et donc, je dois avoir maintenant un exécutable natif qu'on me dit ici. Je vais le copier. Et ça va foirer parce que mon application tourne toujours. Ah non, je l'ai coupé, c'est bien. Voilà, donc mon application a démarré en 51 millisecondes. Et le process tourne depuis 66 millisecondes. Donc ça vous donne un peu une idée, si vous voulez faire du scale to zero ou des choses comme ça, vous pouvez avoir une instance qui démarre presque immédiatement, quoi. Maintenant, si je reviens dans mon petit exemple, je vais demander le bin. Je demande le bin, ça fonctionne. C'est-à-dire que l'application a démarré, elle est là. Le contrôleur fonctionne, ça donne la même réponse qu'avant. J'ai effectivement mon bin qui fonctionne. Voilà. Donc, si on utilise le contexte, en gros, le message, c'est que ça doit fonctionner plus ou moins sans devoir rien changer. Bon, maintenant, je vais demander les ressources. Je vais demander la réflexion pour faire ça dans l'ordre. Ah, ça ne marche plus. Forcément, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Alors si on vient ici, qu'est-ce qui se passe? Notre application a planté. Et elle a planté pourquoi? Parce qu'elle dit, cette classe n'existe pas. Cette classe n'existe pas pourquoi? Parce que vous l'avez chargée dynamiquement dans le dos de Native Image. Et donc du coup, l'exécutable natif ne sait rien de cette classe. Donc ça ne fonctionne pas. OK? Si je demande maintenant les ressources, bon, sans surprise, ça va foirer. Hein. Ça foire aussi. Et alors là, ça foire différemment. Il dit, non, il n'y a pas d'LOTXT à la racine du class path, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, on était conscient que c'est vraiment dans du code custom. Donc il n'y a aucun moyen pour Native Image de comprendre que le résultat de cette exécution de code va charger un fichier. Et donc le fichier n'est pas inclus dans l'image native, et donc voilà, ça ne marche pas. Bon. Ça, c'est un peu casse-pied, parce que du coup, vous vous retrouvez à avoir une application, le build, bon, il prend 56 secondes. L'application démarre, c'est déjà bien. Par contre, vous commencez à la mano à faire du HTTP, machin chouette, pour vérifier que vos endpoints fonctionnent, et puis ça vous explose à la figure. Donc ça, c'est pas top. L'autre chose sur laquelle on a bossé, c'est beaucoup avec l'équipe GraalVM d'ailleurs, c'est comment on pourrait améliorer la story testing. Et quand je dis améliorer la story testing, ça ne veut pas dire créer un exécutable natif, le démarrer avec votre peu importe, votre Maven Gradle ou peu importe ce que vous avez dans votre pipeline, et puis commencer à exécuter des tests qui tapent dessus. Parce que vos tests ne sont pas écrits comme ça. Vos tests, vous avez des tests d'intégration, vous avez des tests unitaires, vous avez toute une série de tests qui valident le comportement de votre application. Ces tests-là, ils ne commencent pas à les taper sur une instance qui tourne ailleurs avec un autre environnement. Et donc l'idée, c'est comment vous permettre justement de jauger à quel point votre application est compatible sans devoir réécrire vos tests, parce que c'est ça l'idée, évidemment, si vous devez réécrire vos tests, c'est quand même assez pénible. Donc je vais vous montrer le test qu'on a actuellement
pour cette application. Où est-ce que c'est? Parce qu'évidemment, c'est un sample, mais il a des tests. Alors, il a des tests, vraiment, le truc le plus basique qui soit, c'est-à-dire qu'est-ce qui connaît les slice tests ici ou qui ne connaît? Qu'est-ce qui connaît? Très peu. Ou tout le monde est déjà endormi, c'est au choix. Le déjeuner est proche, hein. On va y arriver. Alors, WebMVC Test, ce que c'est, en fait, c'est une fonctionnalité de Spring Boot, en fait, c'est important justement pour ce que je vais expliquer, c'est qu'il prend seulement une série d'infrastructures dans votre application. C'est pas un test d'intégration. C'est un test qui est orienté vers les tests de la layer web. Donc, il va uniquement auto-configurer la layer web. Il ne va pas démarrer un Tomcat. Il va juste finalement configurer votre infrastructure pour tester vos contrôleurs. Vous avez le mock MVC qui est une fonctionnalité qui permet justement de faire ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très optimisé. Et il y a plein de slice tests dans Spring Boot. Donc, vous, par exemple, vous pouvez avoir le data layer où on va juste démarrer Hibernate, par exemple. Mais tout le reste va être complètement ignoré. Vous avez des tests qui se focalisent, par exemple, sur la sérialisation de JSON où on va juste trouver la configuration Jackson. Tout le reste va être ignoré. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des tests qui sont focalisés sur quelque chose et qui ne commencent pas à démarrer tout. Et on pourrait se dire, en natif, ça va être encore plus compliqué parce que justement, c'est une configuration différente. On en a parlé que la configuration était fermée. Donc ces tests, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les différents cas dont je vous ai parlé et puis vérifient que le résultat est le résultat qu'il faut. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rien changer du tout et je vais venir ici. Attendez, parce que mon shell est tout en bas ici, on ne voit rien du tout. Ping. Non, on reste là. Voilà. Oh non, ça y est, il m'a fait ce que je ne voulais pas qu'il fasse. Démo. Donc il faut utiliser GraalVM, sinon ça ne va pas aller. Donc au lieu d'utiliser native comme pad, j'utilise native test. Alors on va le laisser tourner. Vous avez vu, il vient de faire un truc process test AOT. On va voir ce que ça fait. On va voir si j'ai des choses malines à dire ici ou pas en attendant. Donc ça tourne. Donc ça c'est un peu une idée de ce que ça fait concrètement et ce que ça ajoute. Alors vous n'avez pas l'habitude avec Spring d'avoir des choses qui viennent se mettre dans le build ou dans votre configuration de build, hormis Spring Boot pour démarrer l'application, faire du repackaging, mais je veux dire à une étape qui est obligatoire. Ce n'est pas une habitude chez Spring. Évidemment, ici, elle est obligatoire puisque Native Image lui-même fonctionne au niveau du build, donc il n'y a vraiment pas d'autres moyens. Cela étant, restez assurés qu'il n'y a pas cette volonté de notre côté de déporter des choses au niveau du build et de les rendre obligatoires. Donc notre modo, c'est toujours, vous ouvrez un projet, vous cliquez sur le main, ça démarre. On veut pas dévier de ça. Cette expérience-là utilisateur pour nous est clé. Donc on veut garder ça à tout prix. Maintenant, il y a des options qui, elles, sont un peu plus contraignantes, dans lesquelles ce sera nécessaire. C'est le cas ici d'AOT. Donc qu'est-ce qu'on fait? La partie de gauche, c'est le truc normal. Vous avez votre app, elle est compilée, voilà, vous avez les sources. Ensuite, on analyse votre app en la démarrant, en regardant les classes de configuration, on génère du code, on génère des proxys CGlib, je ne l'ai pas montré ça. Mais si vous avez besoin de proxys CGlib, on les génère au build time parce que c'est trop coûteux de les générer dans l'image native et ça amènerait trop de choses. On génère j'ai oublié de les montrer aussi, je vais les montrer après. On génère les fameux fichiers JSON de configuration automatiquement pour vous. Et puis alors on prend la config de GraalVM, éventuellement des ints supplémentaires, puisque nous on fournit des ints, on génère des fichiers JSON pour notre partie, mais il y a également des fichiers JSON qui peuvent être fournis par d'autres librairies, Jackson, Hibernate, que sais-je, qui elles ont leur propre finalement intégration. On compile tout ça. Ensuite, à la sortie, vous avez deux choix. Enfin, il y en a trois en fait, et chaque fois j'oublie de mettre à jour mon slide, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez la partie du haut qui est d'utiliser Native Image directement. C'est ce que je vous ai montré. Donc ça veut dire que l'exécutable natif, ici c'est du ARM, donc l'exécutable natif il est ARM. Donc il est construit en fonction de l'architecture CPU de la machine ici actuelle. L'idée évidemment c'est que vous faites passer en prod. En prod vous allez plutôt travailler
avec votre propre pipeline. Vous pouvez utiliser BuildPacks aussi, donc c'est la partie qui manque, Boot Build Image, qui est l'intégration avec BuildPacks, où on a un BuildPack native. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va télécharger GraalVM automatiquement pour vous dans une image Docker, ça va créer l'exécutable natif et ça va sortir une version de Docker sans OS avec juste le minimum qu'il faut, quoi. Ou alors, troisième solution, vous sortez un jar, le jar habituel que vous connaissez déjà, si ce n'est qu'il contient les optimisations AOT. Si vous démarrez ce jar comme ça, ça va être votre application JVM normale, donc il n'y a pas de changement. Par contre, il y a un flag que vous pouvez mettre pour dire « je veux démarrer avec les optimisations AOT et les contraintes ». Et alors là, vous commencez déjà à avoir un petit peu de gain de perf, mais vous ne pouvez plus rien changer. Voilà, ça c'est la contrainte. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur améliorer cette story-là, donc pour amener encore d'autres optimisations qui seraient peut-être plus focalisées sur la JVM, que Native n'a pas besoin, mais que la JVM pourrait bénéficier. Alors, on va voir si notre ami ici, il a terminé. Alors, il a terminé. Alors, il me dit qu'il a lancé 5 tests. Il y en a 3 qui ont passé et 2 qui ont planté. Et vous voyez ici les tests qui ont planté avec, en gros, la même erreur que ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, ça veut dire test suite non changé. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on analyse les configurations de vos différents tests si vous utilisez Spring. On les stocke. On balance Native Image là-dessus, on crée une image native, et en fait, ce qui se passe, c'est que les tests tournent dans l'image native. C'est-à-dire qu'on exécute l'application native, et c'est elle qui exécute vos tests. Alors, ça fait genre génial, j'ai mon application avec 4224 tests et 364 différentes configurations. Je vais juste exécuter la commande et ça va fonctionner. Ça dépend. Parce que comme vous exécutez vos tests dans une image native, il y a de nouvelles contraintes. Donc, par exemple, une des contraintes sur lesquelles on s'est pas mal fait les dents, c'est Mockito. Commencer à jouer avec Mockito dans une image native, ça ne la fait pas trop, quoi. Donc voilà, si vous utilisez Spy et des choses comme ça, ça va poser problème. Mais on travaille avec les différents acteurs pour essayer d'améliorer tout ça. Alors du coup, c'est bien, j'ai 6 minutes et j'ai encore rien fini, dis donc. Désolé, je me suis un peu laissé porter parce que j'étais en train d'expliquer, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Et les questions se feront après. Donc, je voulais vous montrer brièvement les fameux fichiers de configuration de l'enfer que vous ne voulez pas écrire vous-même. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est que ça dit cette classe, si jamais telle classe est disponible, je veux pouvoir appeler le constructeur avec tel paramètre. Donc, ça, ce sont des choses qu'on va trouver automatiquement pour vous en analysant votre app. Mais ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas le cas pour nos 2 cas d'utilisation. Donc, je vais vous montrer maintenant, mais je ne vais pas le coder parce qu'on n'a pas le temps. Je vais vous montrer brièvement comment régler notre problème. Alors, force checkout, c'est bien. Je vous parlais justement du fait qu'on avait construit une API et qu'on fournissait l'API pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Alors, on y est ici. Alors, où est-ce que je l'ai mis maintenant, ce truc-là? Il ne l'a pas chargé, je pense. C'est mon contrôleur. Edit source. Comme c'est bizarre, ça. Je l'ai devant les yeux, peut-être. Je l'ai devant les yeux, ça ne va plus. Ok. Alors, la première chose une des choses qu'on a amené, c'est cette API au-dessus des runtime hints. Donc le fait qu'au lieu de vous faire manipuler un fichier JSON, on vous donne une API et vous pouvez enregistrer des choses. Donc cette API s'appelle runtime hints, la voilà. Et vous voyez que vous avez accès à de la réflexion, du GNI, des ressources, des proxys ou de la sérialisation. Donc là, vous pouvez vous promener dans une API qui est dédiée à cette partie-là. Et puis, vous pouvez enregistrer des hints. Vous voyez, ici, par exemple, je demande d'invoquer le constructeur sur Simple Hello Service et je demande d'invoquer la méthode CHello sur ce service aussi, ce qui va régler le problème de réflexion. Et le deuxième ici, c'est que je vais enregistrer un pattern qui est fixe, mais ça peut être une expression régulière.
Et l'idée, c'est que ce qui match va être enregistré et va être disponible dans l'application native. Donc en faisant ça, ça va s'assurer que hello.txt puisse être chargé. Et pas hello.hello2.txt ou hello3 ou 1 hello. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'être très précis sur ce qui est possible et pas possible, justement pour éviter des cas non prévus. Alors ça vous paraît peut-être un peu barbare, ça l'est. C'est parce que c'est un exemple, mais l'idée c'est que vous êtes plutôt dans un cas où si vous avez une librairie tierce qui fait des choses, vous allez à un moment donné scanner vos propres composants, vous allez dire « Ah, ce truc-là fait cette chose-là » et vous allez déjà avoir le méthode handle, vous allez déjà avoir la notation qui finalement a fait que vous avez détecté le composant. Et sur base de ça, vous pouvez trouver la méthode et puis simplement la passer dans l'API. Et donc vous ne vous retrouvez pas à faire des choses comme l'exemple ici le fait. Vous pouvez implémenter cette interface qui vous donne un callback avec le class loader et le runtime hints. Et puis vous pouvez l'enregistrer, tout comme vous avez @import dans Spring qui vous permet de charger des classes de config supplémentaires. Bon, vous avez ça. Et l'idée, évidemment, c'est que la raison pour laquelle c'est dans cette classe, c'est que si ce composant-là n'est pas exposé, ceci n'est pas appelé. Donc l'idée, c'est que c'est aussi conditionnel, quoi. Donc, si à un moment donné, votre application, vous décidez que ce contrôleur ne doit pas être exposé, les hints pour ce contrôleur ne vont pas être ajoutés non plus. OK ? On a aussi plein d'autres choses, comme par exemple, je vais montrer ça brièvement, avec les sources c'est mieux. Si par exemple vous avez une utilisation dans vos bins, vous avez un composant qui est appelé par réflexion, vous pouvez simplement l'annoter par réflective ou bien le méta-annoter par réflective et on détecte ça automatiquement et on génère les hints pour vous. Donc il y a une série de choses aussi qui peuvent être automatisées éventuellement. Alors, on va essayer de résumer en 1 minute 30. Et je suis désolé pour les questions, mais je serai là encore le reste de la journée. Si n'hésitez pas à me solliciter. Classe passe fixée au build. L'environnement aussi est fixé au build, donc ça veut dire que vous devez préparer votre application avec les choix de configuration que vous avez faits. Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à hardcoder l'URL, le user et le mot de passe de votre base de production quand vous construisez l'exécutable natif, d'accord ? Mais par contre, ça veut dire que l'application doit être prévue pour démarrer une data source sur un certain type de base de données. Et puis derrière, après, vous passez les propriétés, vous changez le user, le pass, l'URL, ça va fonctionner sans problème. C'est le fait d'ajouter des composants qui n'est pas supporté. Si vous utilisez des agents Java, rien à voir avec Spring, mais si vous utilisez des Java agents, je sais que Datadog, ils font des choses au build pour le supporter, mais si ça n'a pas de support de GraalVM, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de bytecode dans l'application native. Stratégie de test, il me reste encore 20 secondes. Ce que je vous conseille de faire, qui est pas mal, c'est que vous exécutez GraalVM pour la première fois, vous produisez un jar sur la JVM. Vous l'exécutez sur la JVM avec ce flag, c'est le fameux flag dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ce que ça va valider, ça veut dire que le moteur AOT a compris votre app et l'a traduite correctement. Donc la partie optimisée représente finalement ce que la partie qui est définie au runtime d'habitude. Les deux sont équivalents. Donc ça, c'est la première grande étape. Ensuite, vous lancez les tests en native. Et ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Et puis après, vous commencez à exécuter de manière native. Ça, on l'a vu. Ça, j'ai pas le temps. Donc voilà, donc c'est l'URL de la petite démo. Je le partagerai avec vous, ceux qui me suivent sur X ou sur Mastodon, ou ceux qui ne me suivent pas d'ailleurs. Vous le retrouvez puisque je vais mettre Tourentech en hashtag. Et je n'ai pas le temps pour du Q&A, mais je ne bouge pas. Voilà, merci beaucoup.